Florian. Je suis ravie de vous revoir ici, formidable. Quel était l'âge des pensionnaires, enfin de ces filles qui devaient être éduquées dans cet établissement? Est-ce que c'était une école primaire ou une école secondaire un peu... Elles entraient vers 6 ans et elles en sortaient vers 18 ans. Donc ça correspond à notre école primaire et à notre lycée, à notre collège. L'éducation n'était pas du tout faite avec des niveaux comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que 3 niveaux distincts. Elles avaient une couleur pour les pensionnaires, 4 niveaux exactement. Les petites étaient en vert pomme, ensuite on avait du rose, puis du jaune et du bleu. Et les jeunes filles montaient dans un niveau supérieur une fois qu'elles avaient acquis tout ce qu'il fallait pour monter. Si jamais, d'ailleurs, on les faisait passer dans le niveau supérieur, et si jamais elles avaient oublié, on les faisait repasser dans le niveau inférieur pendant quelques mois. Mais ce n'était pas du tout vu comme une punition ou quoi que ce soit. Donc c'était une instruction extrêmement douce. À la carte, si vous voulez. Et donc elles sortaient du couvent en moyenne à 18 ans. Et pour les petites élèves, alors ça je pense qu'elles étaient prises également au même âge, et si elles arrivaient à parcourir, on n'a pas trop de renseignements, à la Révolution elles étaient au nombre de 500 quand même dans les 4 classes qu'on a vues, probablement réparties le matin et l'après-midi, donc il faut imaginer 250 élèves, là encore 4 classes, donc probablement 4 niveaux, ou au moins 3, donc je pense aussi qu'on les accueillait entre 6 et 18 ans en moyenne. Merci. Je vous en prie. Avez-vous d'autres questions? J'en ai une. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a un jeune homme en haut. C'est pas grave, je prendrai après. D'accord. Alors, la question que je voulais poser, c'est comment on peut se représenter le terrain, en fait, avant la construction de ce bâtiment? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, on est sur le domaine de Clagny, en fait. Oui. On est, par rapport à l'axe de Clagny, on est sur la gauche du château. Et on savait très bien qu'à cet emplacement-là, il y avait notamment, alors il y avait une très belle orangerie, mais il y avait une petite orangerie qui va servir de lieu pour Richard Mille pour faire ses bureaux. Il arrive à Versailles, Marie Leczinska lui trouve un logement dans le grand commun. Mais donc il arrive, il y a ces bureaux-là, et puis on va même fabriquer une briquerie. Donc en fait on a des renseignements sur le parc de Clagny à cet endroit, qui n'est pas véritablement la plus belle partie probablement des jardins, mais il faudrait aller voir. Alors il y a M. Bonacieux qui notamment au XIXe siècle a fait une très belle monographie sur Clagny. Il faut aller revoir probablement ses écrits, et vous trouverez la topologie du terrain, sans problème. Merci. Je vous en prie. Mais le terrain est quand même accidenté. J'en profite d'ailleurs. Vous sortirez par la rue de Provence. Et la rue de Provence, ceux qui veulent rejoindre l'avenue de Saint-Cloud, ben vous allez voir que le terrain, en effet, il est en pente. Il va falloir monter. Voilà, donc on vous ouvre bien sûr le portail rue de Provence. Vous ne pouvez pas revenir par la grande cour. Est-ce que quand vous êtes rentré, la chapelle était éclairée? Non. Ouais, bon, bah, c'était un raté. Pourtant, on s'y est pris longtemps à l'avance avec Madame Dalibet, mais ça ne marche pas. Donc, il faudra qu'on voit. C'était dommage parce que ça aurait été vraiment l'occasion. Alors, il y avait une autre question. Oui, alors moi j'ai une question qui est aussi sur la topographie, mais plus par rapport au bâtiment. Oui. C'est un bâtiment qui a plusieurs siècles et on voit qu'il n'a pas été trop modifié. Ma question elle est sur est-ce qu'il n'est pas trop difficile aujourd'hui avec les différences de niveau de rendre ça conforme au niveau accessibilité? Alors, c'est en effet ce qui s'est posé à l'architecte qui a refait la cité scolaire dans les années 2010, puisqu'il fallait il n'y avait aucun lycée en fait, à Versailles qui pouvait accepter des handicapés. Donc si vous allez au lycée Jules Ferry, c'est catastrophique parce que vous traversez la rue, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Il y a 2 bâtiments distincts. Et dans l'ancien bâtiment, il n'y avait pas d'ascenseur.
Si vous allez au lycée La Bruyère, c'est encore pire parce que le bâtiment scientifique est en haut de la butte Montbongon. Et donc, pour un pauvre handicapé, ben, en fait, c'est pas possible, il est obligé de passer par la rue, et c'est très compliqué. Et je crois qu'au lycée Marie Curie, il n'y avait pas encore non plus maintenant ça doit être fait, mais il n'y avait pas non plus encore les infrastructures pour avoir des élèves handicapés en fauteuil roulant. Nous sommes donc le premier lycée versaillais véritablement à en avoir eu des élèves. Je ne sais pas si cette année il y en a, mais nous en avons eu. Grâce en fait à l'ingéniosité, encore une fois, le bâtiment il est large. Donc faire des ascenseurs, ça a posé probablement beaucoup de questions, mais finalement ça n'a pas posé de soucis pour les implanter. Mais c'est vrai que quand on prend ces ascenseurs, alors on se plante parce qu'il y a un rez-de-chaussée bas, il y a un rez-de-chaussée haut, il y a un rez-de-jardin, il y a un sous-sol, alors on se plante complètement, il faut un peu les connaître, mais c'est vrai que vous ne montez pas d'un étage à l'autre, vous montez parfois que 3 marches. Voilà. Mais donc il existe aujourd'hui dans le bâtiment tout ce qu'il faut pour accueillir des personnes handicapées, que ce soit dans le bâtiment où vous êtes, où là on a à peu près 7 niveaux, vous avez un ascenseur qui est présent, les personnes handicapées ont de la place au fond de l'amphithéâtre, derrière vous, des places sont faites pour elles ne peuvent pas descendre dans les coulisses, bon, mais a priori ce serait un cas plutôt rare. Elles peuvent monter dans tous les étages de l'internat, et dans le vieux bâtiment, en effet, il n'y a que l'étage du noviciat qui n'est pas accessible aux personnes handicapées, mais c'est tout. Sinon, tout le reste là, il y a même un ascenseur spécial pour aller au CDI. Donc, en fait, on a trouvé un emplacement pour faire 3 ascenseurs dans le vieux bâtiment, des caves jusqu'au grenier. Merci. Je vous en prie. Et ils sont pas mal cachés en plus. Voilà, il n'était pareil en rien, le bâtiment. Alors il faut savoir aussi que c'est M. Cyr, dans les années 1960, qui a remis le bâtiment véritablement dans son allure du XVIIIe siècle. Avant, parmi les cloîtres que vous avez vus, il y en avait un qui était complètement utilisé comme une grande salle. Certains anciens ont probablement pu connaître cette salle, il y avait du dessin, etc. Donc on n'avait pas la très très belle clarté des galeries parce qu'en fait elles donnaient dans des salles elles-mêmes et il n'y avait pas leurs fenêtres. Et sur la cour des sports, on avait ceux qui ont la vision de cette cour et des bâtiments. Vous avez, c'est très joli parce qu'il y a un décroché de petites galeries par rapport aux avancées des bâtiments qui n'existaient plus parce qu'on avait construit justement de part et d'autre de ces galeries des nouvelles classes qui rendait un peu le bâtiment incompréhensible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, je pense, depuis maintenant une dizaine d'années, l'aspect d'un bâtiment qui ressemble plus à ce qui existait il y a 250 ans. Avez-vous d'autres questions? Oui. Merci Florian pour cette brillante prestation. Je t'en prie. Qu'est-il advenu il y a eu des jeunes filles qui ont été éduquées dans cet établissement. Que s'est-il passé pendant la Révolution? Et est-ce que les sœurs ont été persécutées comme l'ont été quelques-unes durant cette période? Alors, les sœurs, en fait, avaient une très bonne réputation auprès des Versaillais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles permettaient aux petites filles d'avoir une éducation complètement gratuite. Et les révolutionnaires ne les ont pas chassées tout de suite. C'est-à-dire qu'elles sont chassées à partir de 1792, mais elles ne sont pas persécutées. Elles vont se déplacer un petit peu plus loin sur l'avenue de Paris, à l'angle entre l'actuelle avenue de Paris et la rue de Provence. Et finalement, elles vont ensuite aller en Angleterre. Elles reviendront à Versailles dans les années 1800, entre 1800 et 1810, je n'ai pas les dates exactes, mais le lycée devient un lycée napoléonien, donc elles ne peuvent pas retrouver leur monastère ici. Elles vont donc en fonder un nouveau. Et il faut savoir que peu de Versaillais le savent, mais que Notre-Dame du Grand Champ a pour origine la même congrégation que celle des Augustines du lycée Hoche. Donc en fait, nous sommes 2 établissements, bon, il y en a un qui est laïque, il y en a un qui est privé, mais finalement, alors ce n'est pas la continuité bien sûr des Augustines, mais en tout cas les bâtiments ont été faits pour cette congrégation, les 2 bâtiments ont été faits pour cette congrégation.
En ce qui concerne les jeunes filles, ça je ne vais pas pouvoir te répondre, mais tout simplement que le couvent donc s'arrête, enfin l'institution s'arrête au moment de la Révolution, mais les jeunes filles ne vont pas être persécutées plus qu'autre chose. Elles ont eu une instruction qui va malheureusement s'arrêter, certaines vont la terminer je ne sais comment, et puis on est dans la tourmente révolutionnaire, mais elles ne vont pas, je pense, être châtiées d'une manière ou d'une autre parce qu'elles ont été dans un couvent lors de leur instruction. De rien. Comment étaient sélectionnés ces élèves? Alors, il y a une... Surtout, il faut bien faire la différence, par exemple, avec Saint-Cyr. Saint-Cyr, ce sont des jeunes filles pauvres de la royauté qui sont admises à Saint-Cyr lorsque Madame de Maintenon ouvre à Saint-Cyr son couvent. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Ce sont des jeunes filles d'officiers qui exercent pour la reine et ensuite pour la famille royale d'ailleurs. Donc, en fait, les jeunes filles qui sont à l'intérieur du couvent, pensionnaires, sont choisies parmi ces filles. Maintenant, il y a des règles strictes, de la part d'ailleurs de Saint-Pierre-Fourier, qui ne seraient pas acceptées aujourd'hui, hein, d'un point de vue social, on va dire, enfin plutôt d'un point de vue, j'ai pas le terme, mais par exemple des filles qui auraient une trop grosse infirmité, des filles qui auraient un aspect repoussant, etc., ne seraient pas acceptées à l'intérieur du couvent. Donc il y a certaines règles comme celle-là. Si elles ont une mauvaise vie, bien évidemment, on ne les accepte pas non plus. Parce que les filles ne rentrent pas toutes à 6 ans, hein, elles peuvent très bien rentrer vers 14-15 ans. Elles rentrent dans le couvent, elles n'ont le droit d'en sortir que 4 fois par an. Donc la règle est stricte, pas de jeu de cartes, pas de jeu de jetons, pas le droit de danser, etc. De la musique, hein, il y a des professeurs de musique qui peuvent rentrer dans le couvent, mais c'est quand même très sérieux. Donc les jeunes filles qui n'obéissent pas sont rapidement remplacées parce que le couvent a une telle aura qu'on se presse à ses portes. Ce qui fait qu'en fait, je pense que les religieuses n'ont pas eu de mal à prendre les dossiers qui leur paraissaient les meilleurs. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous voyez qu'il faudra aller rechercher en fait dans les textes de Saint-Pierre-Fourier pour avoir déjà les bases et ensuite les adapter à ce qui s'est passé ici à Versailles. Oui ? A-t-on le nom ou les noms de jeunes filles issues de cette institution qui sont devenues célèbres? Oui, alors, il y en a certaines. Je dois dire que je ne me suis pas vraiment intéressée à tort, enfin surtout c'est le temps qui me manque. Je vous conseille de lire ce livre-là, donc de Madame Tillon, qui s'appelle donc Le couvent de la Reine, et qui relate justement dans les derniers chapitres certaines pensionnaires, qui relatent l'histoire de la Révolution, les méthodes d'enseignement, et là vous allez avoir des noms en effet de jeunes filles qui sont passées par là. Il me semble qu'il y a une princesse russe, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, et puis là ce serait trop long pour aller regarder exactement dans la table de matière de qui il s'agit. Mais oui, il y a des jeunes filles qui ont eu en effet après, qui sont passées à la postérité on va dire, mais en tout cas dont on connaît les noms et qui ont eu une vie ensuite avec une belle éducation. Je regarde... Oui, dans les archives des sœurs, hein, on va retrouver tout, hein, bien évidemment. Nous, on n'a rien, mais chez les chanoinesses, elles ont encore beaucoup de choses. Oui. Est-ce que les règles de clôture étaient les mêmes pour les moines? Non, je pense que pour les moines, c'était moins strict. Dans l'ensemble. Non, mais ça dépend en fait dans quel monastère vous êtes. C'est toujours la même chose. Mais je pense que... Mais attention, il faut savoir que on a toujours l'impression qu'elles sont emprisonnées, etc. Mais elles étaient ravies de rentrer dans leur clôture. D'abord, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais Richard Mick fait de la clôture un couvent, mais ça ne ressemble pas du tout à un couvent. Vous avez des jardins partout, vous avez des arbres partout, vous avez de la lumière partout qui rentre. Donc c'est un véritable hôtel particulier, pratiquement, avec de la déco, enfin,